Ça donne envie d'aller sur le terrain, là, directement. Bonjour tout le monde. Alors, on a le plaisir d'accueillir Roselaine Kezami, qui est ancienne joueuse de l'OM. Tu nous diras comment ça se passe après. Défenseur. Ancienne capitaine de l'OM. Internationale algérienne. Et la suite, on le verra plus tard en suivant ton parcours. Et on va revenir sur ton parcours, sur ton histoire. Camélia qui est là avec nous pour... Merci. Bonjour à tous. Bonjour Roselaine. Bonjour. Alors, Camélia qui a concocté plein de bonnes questions. On peut y aller directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu souhaiterais d'abord te présenter ? Il a fait une petite présentation. Moi, c'est Roselaine Kezami, originaire de Marseille. J'ai 24 ans. Fraîchement ancienne joueuse de l'Olympique de Marseille et internationale algérienne. Enchantée et bienvenue ici. Merci. Alors, on avait des petites questions. On aimerait savoir quels sont tes modèles. C'est qui t'ont donné envie justement de devenir football professionnel ? Est-ce que ce sont des personnes connues comme par exemple Ronaldo ou Messi ? Ou est-ce que ce sont des joueuses de football moins connues mais qui sont tout autant professionnelles ? Non, c'est Messi. Messi. La réponse est directe. Je suis pas si vieille que ça, mais à mon époque, on n'avait pas trop de filles. On n'avait pas de référence de filles. S'il y en avait une, il y avait Louisa Nessib que j'aimais beaucoup, mais c'était par la suite, le premier, c'était vraiment Messi. Jusqu'à encore avant-hier, même pas, c'était hier matin finalement. Il est trop fort. Et c'est lui qui m'a donné l'envie de jouer au foot. Et je suis gaucher, il est gaucher, pardon, je suis gauchère. On se comprend un peu. Oui, vous avez un point commun. Ouais, c'est ça. Mais c'est venu comment ? Tu peux nous raconter comment tu t'es lancée sur le foot ? Alors, des influences ou des copines ou... Pas du tout. Alors, à la base, je suis hyper active. Donc, je bougeais toujours à la maison. Quand je me réveillais le matin, c'était toujours la question que je posais à ma mère, c'était toujours qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On va où ? On fait quoi ? Et à 8 ans, mes parents ont commencé ils allaient divorcer. C'était un peu difficile. Donc, ma mère, elle travaillait, donc elle ne pouvait pas tout le temps me garder. Donc, mon frère me gardait, mon grand frère ou ma grande sœur. Et mon grand frère faisait de la boxe. Donc, je l'accompagnais souvent le mercredi après-midi. Et j'avais tellement d'énergie que l'entraîneur de boxe a dit à ma mère faut inscrire Roselaine et tout, elle a de l'énergie. Et ma mère a dit il est hors de question. Je ne veux pas qu'elle se casse le nez, donc non. Elle a cherché sur Page Jaune un club de foot. Et c'était Andoum à cette époque-là. Et j'y suis allée le mercredi d'après. Et ils m'ont tout de suite pris. Et je pense que c'était mes plus belles années en étant jeune au foot. Andoum, qui est un club de quartier. Moi, juste entre parenthèses, je viens de Belgique et je suivais Marseille, la Provence de loin. Andoum, qui est un quartier qui a une histoire assez forte, assez importante. Ça transparaissait déjà quand tu jouais toute jeune ? Complètement, surtout avant. C'était un peu le club concurrent à l'OM, c'était beaucoup le derby. Et on sentait que c'était vraiment un bon club. Je pense qu'après Marseille, à cette époque-là, il y avait Andoum. C'était le deuxième club de Marseille, quoi. Et justement, tu as dit que ta mère, elle était un petit peu réticente au début. Ça me fait penser à un article que j'ai lu sur la psychologue Claire Pétain qui disait que beaucoup de supportrices racontent qu'elles doivent se justifier lorsqu'elles disent justement qu'elles sont intéressées par le foot. On leur pose des questions comme par exemple cite-moi 5 joueurs pour voir si tu t'y connais vraiment ou depuis quand tu t'y intéresses au foot. Est-ce que toi, tu as déjà été confrontée à des remarques qui sous-entendaient que le football n'était pas forcément fait pour les femmes ? Et si oui, comment tu réagissais face à ça ? Oui, forcément, c'est déjà arrivé et ça arrive encore aujourd'hui. Parfois, quand on me voit, on pense que je fais du rugby, pas du foot parce que j'ai des grosses cuisses. Mais non, je fais du foot. Et tout simple, il y a 1 an, je suis allée jouer un peu loin de Marseille, dans un petit city. Et j'ai demandé à jouer et c'était quand même des adultes. Et un adulte me répond mais tu sais jouer, toi ? Je dis ça va, je me débrouille. Puis au fur et à mesure du temps, je joue, et à un moment donné, il y en a un qui me reconnaît. Et il est allé le voir, il lui a dit mais tu sais qu'elle joue en Algérie, c'est l'internationale algérienne et tout. Et du coup, il est revenu me voir, il me dit mais tu m'as menti, tu m'as pas dit que tu jouais et tout. Je dis tu m'as demandé juste si je savais jouer, donc je t'ai répondu que je me débrouillais. Mais oui, ça arrive et je pense que ça arrivera encore. Même si les mentalités changent petit à petit, on est encore loin du football masculin et à ce que les filles fassent du football soit normal, entre guillemets.
Mais en tout cas, il a été impressionné. Tu as pu lui montrer ce que tu vas aller sur le terrain. Ouais. Tant mieux. Ta place sur le terrain, t'es défenseur gauche. Ouais, c'est ça. Latéral gauche. Latéral gauche, et t'es aussi gardienne de but. Alors, j'ai commencé le foot en étant gardienne. Et après, en général, quand on est gaucher, on nous met tout le temps sur le côté gauche. Donc, j'ai joué dans le couloir gauche. Et j'ai eu la chance, ou pas, mais j'ai été formé défenseur central, milieu défensif et latéral gauche. Donc, je peux vraiment jouer les 3 postes là. Bon, on a au moins un point en commun, parce que moi, j'ai joué dans mon petit village de campagne belge. J'étais gardien, arrière droit, libéraux, comme on dit en Belgique. Okay. Un peu milieu aussi. Mais moi, c'est plutôt parce que j'avais pas de talent, donc on m'a mis un peu partout sur le terrain. Des fois, on n'était même pas à 11 dans l'équipe. Ok. Mais du coup, gardien, ça allait. Gardienne, pas trop. Non. C'était vraiment... En fait, c'était parce que mon gardien s'était cassé le coude. Ah, oui. Et j'ai pas peur du ballon. Donc, ils m'ont dit, je peux aller au goal et tout si tu veux. Et franchement, j'avais kiffé au départ. Hein. J'avais 11 ans. Ouais. Tu préférais courir? Oui, quand même. Parce que latéral, ça court beaucoup. On court beaucoup, ouais. Entre 10 et 12 km par match. Ça fait beaucoup. Et si tu as l'occasion de rejouer, mais en tant que gardienne, est-ce que tu accepterais ou pas forcément? Oui, ça peut arriver cette saison d'ailleurs. On avait une gardienne suspendue, une gardienne blessée. Donc une gardienne qui était dans les buts, mais si jamais il arrivait quelque chose, je pouvais aller au but, ça me fait pas peur. T'étais là pour soutenir l'équipe. Complètement. En parlant d'équipe, moi je voulais savoir, parce que j'ai vu dans ton parcours que justement tu as joué une première fois à l'OM et que tu es revenu une seconde fois. Quelle est la chose qui te plaît le plus dans cette équipe? À Marseille? Oui. Chez moi en fait. C'est indescriptible pour moi. Quand tu joues pour Marseille, c'est naturel parce que tu es d'ici, tu comprends ce que les supporters ils veulent. Parce que moi-même je suis supportrice, donc je sais ce qu'ils attendent de moi ou même ce qu'ils attendent de l'équipe. Et c'est pas dur de mouiller le maillot pour moi parce que c'est en moi, je suis née avec ça. C'est pas dur de porter ce maillot. En fait, c'est trop bien. Oui, t'es un pur produit du Sud. Ouais, c'est ça. En parlant de ça, j'ai une petite question, parce que j'ai entendu qu'apparemment certains supporters pensent que les joueurs en général, marseillais, sont moins bien traités que les autres joueurs par rapport à d'autres clubs. Est-ce que tu en as entendu parler et qu'est-ce que tu en penses? J'en ai entendu parler. Je suis mitigée. Je suis entre le oui et le non. Parce que j'ai été... Au début, quand je suis revenue à Marseille, en état adulte, entre guillemets, j'ai été au même niveau que tout le monde. Je voulais pas qu'on fasse plus ni moins. Je voulais que je sois la Roselaine normale. Même si je suis marseillaise, je reste une joueuse. Au fur et à mesure des années, ils ont vraiment compris que j'étais marseillaise par rapport à mon caractère, ce que je montrais sur le terrain. Et parfois, pas toute l'équipe a le même caractère, donc c'est un peu difficile. Et tu sens que là, c'est un peu différent. Mais non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Tu disais revenu, si j'ai bien compris, tu as joué à Orléans et Saint-Malo? C'est ça. Et tu peux nous décrire un peu le contraste en termes de vie? Moi, je viens du Nord et j'adore Marseille. Je me sens comme un poisson dans l'eau mais à Marseille. Mais est-ce que tu peux nous décrire pour toi la différence? J'aime trop Marseille, vraiment. Je vis pour Marseille. Mais après Marseille, il y a Saint-Malo pour moi. Saint-Malo, c'est une ville qui est rentrée dans mon cœur. Je connaissais pas du tout la Bretagne. En fait, il faut savoir que quand j'étais à Marseille en étant jeune, je fais mes 3 années au Pôle France, à l'INSEP. Donc, c'est l'équivalent du Clairefontaine chez les filles. Et la dernière année, en général, on signe notre contrat professionnel. Sauf que moi, ma dernière année, je me fais une rupture partielle des ligaments croisés. Donc, je fais une saison blanche. Un peu difficile de signer un contrat, sachant que je ne fais pas une saison. À la suite de ça, très difficile parce que pas de contrat. Et donc, comme j'ai dit avant, j'étais à Paris, donc je faisais les allers-retours entre Marseille et Paris. J'avais préféré rester sur Paris pour passer mon bac, ce qui est quand même important, parce que ma mère, elle me lâchait pas sur les études. Ouais, minimum. Donc, le fait d'être partie déjà si jeune, ça m'a rendu un peu plus autonome. J'ai mûri, j'ai grandi. Et dans cette année-là, malgré tout, où je me fais les croisés, je joue quand même 5 matchs
Donc 2 en début de saison et 3 en fin de saison. Et dans les 5 matchs, je fais un bon match qui a fait qu'à la fin de saison, j'ai l'entraîneur de Saint-Malo qui m'appelle, qui est vraiment motivé pour me récupérer et pour son projet. J'y vais, j'ai 18 ans, toute seule à Saint-Malo, à 10 000 km de chez moi. Et franchement, je pense que c'est mes plus belles années football où c'est là où j'ai appris le plus en termes de football. Je me suis régalée, vraiment. C'est une période charnière. Ouais, complètement. Parce que après avoir fait une saison nulle, enfin, c'est pas nul, mais dans le foot, j'ai pas joué. C'est un peu difficile. Et reprendre goût au foot, il était très très fort tactiquement et techniquement. Donc j'ai vraiment beaucoup appris cette année-là. Donc je pourrais dire que ma formation a continué jusqu'à mes 18 ans, 19, 20 ans même. Et franchement, je me suis régalée. La première saison, elle s'est pas terminée parce qu'il y avait le Covid. Mais on était quand même 3e avec des clubs pro. Saint-Malo n'est pas un club professionnel. La saison d'après aussi. J'avais d'autres opportunités au bout de la 2e année. J'ai quand même beaucoup aimé Saint-Malo, donc j'ai quand même continué. Ouais. Et sur ma 3e année de Saint-Malo, avant ça, j'étais en équipe de France jeune. Donc j'ai fait toutes les sélections jeunes équipe de France. Et sur ma dernière année de Saint-Malo, j'ai fait le choix de prendre la sélection algérienne. Je suis pleinement fière. Et à l'issue de la dernière saison à Saint-Malo, Orléans, pareil, me contacte. Je décide de signer à Orléans pour 1 an. C'était génial. J'ai passé mon diplôme à côté pour être coach au foot. Donc j'ai mon BMF, ce qui est l'équivalent du premier diplôme Ah ouais, t'as pas traîné. foot. Ouais, non, j'ai pas traîné. Et puis ça me plaît de transmettre. Donc je faisais ça à côté en parallèle. Parce que le foot, c'est bien beau, mais je ne vais pas jouer au foot jusqu'à 40 ans, je ne suis pas un garçon. Et puis ça ne paye pas des masses non plus. Donc, et puis c'est quelque chose qui me plaît, vraiment, coacher, c'est quelque chose qui me plaît. À la suite de ça, je fais un match avec mon équipe nationale, l'Algérie, et je joue contre celle du Sénégal, donc après la saison à Orléans, au mois de juillet. Et je joue contre des internationales sénégalaises qui, elles, jouent à Marseille. Donc le coach de Marseille me regarde. Ah, c'est comme ça que Marseille est revenu. En fait, c'est pas comme ça, c'est que l'entraîneur de Marseille, avant qu'il soit à Marseille, il était à Brest et à Issy-les-Moulineaux, et ça faisait 4 ans où tous les étés on s'appelait et tous les étés il voulait me récupérer. Et la dernière année de Saint-Malo, j'étais censée signer avec lui à Brest. Malheureusement, ça s'est pas fait. On n'est pas reparti sur de bons termes parce que ça devait se faire, mais ça s'est pas fait. Il est devenu entraîneur de Marseille et je me suis dit en fait c'était le bon moment. Donc j'ai joué contre ces joueuses et je suis arrivée en fin de mercato et c'était ma plus belle saison à Marseille là. C'était ma plus belle saison. Malheureusement, il s'est fait virer. Mon avis, je suis pas d'accord, mais mon avis changera pas grand chose. C'est l'un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu pour le coup. En tout cas, tu as un très beau parcours, tu as fait pas mal de choses quand même. Et tu as parlé justement de la fierté de représenter l'Algérie sur la scène internationale. C'est vrai que dans la société, j'ai remarqué qu'on a tendance à opposer les identités et à ne pas les voir comme complémentaires. Je m'explique. Par exemple, la Coupe du Monde a commencé il y a à peine une semaine de cela et j'ai déjà entendu des questions comme par exemple tu es pour l'Algérie ou pour la France, comme si on ne pouvait pas être pour les deux. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti le fait que... Enfin, est-ce qu'on t'a déjà demandé de choisir un camp entre la France ou l'Algérie ou pas forcément ? C'est sûr que oui, j'ai dû faire un choix, entre guillemets, de ne pas continuer ma carrière entre guillemets, d'internationale française pour aller en Algérie. Mais c'est un choix vraiment fait avec le cœur et c'est vraiment un choix que j'ai voulu. Je me sens pleinement épanouie dans cette sélection et je pense que ça se voit au vu des matchs que je fais et même avec l'équipe que j'ai, le sélectionneur qui a, franchement, je me régale. Je dis pas que je me serais pas régalée en équipe de France, je sais pas, mais à 18 ans, quand tu te fais des croisés, que d'autres filles passent des étapes et franchissent des paliers et que toi, du coup, pour l'instant, tu es en stand-by, c'est un peu difficile. L'Algérie m'a ouvert leurs portes et j'ai pas du tout refusé, bien au contraire. C'est sûr que là, à ce moment-là, oui, j'ai dû faire un choix. D'accord. Et moi, j'observe qu'il y a un développement du foot féminin en France. Est-ce qu'à travers les matchs internationaux avec l'Algérie, tu vois que ça se développe sur d'autres pays aussi ? Ouais, complètement.
En Afrique, énormément. Là, c'est ma deuxième CAN que je vais jouer au mois de juillet. Merci. J'en ai joué une la saison dernière, qui était censée être en 2024. Il y avait déjà beaucoup de monde. Le pays hôte, qui est le Maroc et qui est le pays organisateur, mettent beaucoup de choses en place. Notamment pour les jeunes, ça se développe bien. Ouais. Enfin, je veux dire, le foot dans les sélections dans les jeunes. Sélections jeunes, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Franchement, ça se développe énormément. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs français ou de joueurs binationaux, un peu comme moi, qui choisissent un peu les pays de leur origine parce que il y a de la concurrence en équipe de France. Et maintenant, ça serait bien d'en avoir aussi dans les pays de nos origines. Je suis tunisienne-algérienne, mon père est tunisien et ma mère est algérienne. J'avais aussi le choix de jouer avec la Tunisie. J'ai fait le choix de jouer avec l'Algérie. Mais j'ai cette chance-là d'avoir eu la Tunisie, l'Algérie et avant ça, la France. D'autres n'ont pas cette opportunité-là. Il faut savoir saisir les opportunités. Et là, c'est ce que j'ai fait. Ça se déroule de camp à camp alors, au mois de juillet? On pourra suivre ça? Ouais, complètement. Ça commence le 25 juillet. C'est au Maroc. Alors, je connais pas l'échelle. Oui, bon, c'est la date. Oui. Ça va durer 2-3 semaines, a priori. Oui, les dates, ça commence du 25 juillet au 16 août. C'est au Maroc. Et les dates, nous, on joue le 25, 29 et 31. Et par rapport au championnat, bon, on ne te pose pas la question où tu vas jouer prochainement, mais ça ne se chevauche pas par rapport au championnat qui commencera plus tard. J'imagine tout ça est organisé. C'est pas simple. Forcément, les clubs reprennent au mois de juillet. Après, en général, les clubs sont compréhensibles. Mmh. Et la CAN est quand même quelque chose d'important. L'équipe nationale est quand même quelque chose d'important. D'avoir des joueurs internationaux dans leur club, c'est vraiment quelque chose de gratifiant pour le club. Et sachant en plus que cette CAN-là est qualificative à la Coupe du Monde, elle est vachement importante. Je pense pour toutes les sélections. Tu te dis que si tu vas dans le carré final, tu vas à la Coupe du Monde. Tu n'as peut-être pas ça 2 fois dans ta vie. Ouais, j'espère que la CAN, elle sera médiatisée à sa juste valeur. En tout cas, elle y était la saison passée. J'espère qu'elle le sera cette année et encore plus. J'espère vraiment que le football féminin va se développer encore plus, même s'il se développe de plus en plus. Les sélections nationales mettent les moyens, en France aussi, même si j'aimerais qu'ils en mettent encore plus. C'est difficile là en ce moment, il y a des clubs qui mettent la clé sous la porte, comme je pense à Dijon, je pense à les saisons précédentes comme Bordeaux, où il y avait Soyaux. Cette année aussi, il y a encore Orléans qui est descendu, où j'ai joué notamment, qui descend au vraiment un bas niveau, plus bas niveau français finalement. Donc le football féminin, il a sa place en France, il a sa place de partout. Le sport féminin a sa place de partout, et surtout en France. En parlant de football féminin, j'ai vu qu'il y avait eu un événement le 28 mars, la prise du Vélodrome. Et c'était la première fois que l'équipe féminine jouait un match officiel au Vélodrome. D'ailleurs, félicitations à l'équipe. Les joueuses de Marseille et de Montpellier se sont affrontées et le club de l'OM a décrit cette rencontre comme, je cite, un moment fondateur pour le club, ses joueuses et le football féminin français. Donc, c'est une progression. Mais d'un autre côté, c'est vrai que l'événement était gratuit. Et ça montre aussi que peut-être certaines personnes ne sont pas encore prêtes à payer pour voir un match de football féminin, comme si vous n'étiez pas légitime. Et je voulais savoir, toi, est-ce que tu penses que, malgré ces avancées, quels sont les défis encore qu'il faudrait relever et comment s'y prendre pour montrer justement que vous avez votre place tout simplement? Je pense surtout que c'est l'ouverture d'esprit de la société qu'il faut que ça change en France. Aux États-Unis ou en Angleterre, le football féminin est tellement médiatisé, tellement vu, ils mettent tellement les moyens. Alors, je ne sais pas si c'est faute de moyens ou autre, mais quand je vois comment dans les pays à côté de la France évoluent dans le football féminin, j'ai l'impression que nous, depuis ces dernières années, on stagne un petit peu. Je ne sais pas si on ne trouve pas la solution. Je n'arrive pas à comprendre. Mais pour moi, Marseille a bien fait d'ouvrir leurs portes gratuitement pour le match. Ça a amené du monde.
C'est la plus grande influence en France cette saison. 35 000 personnes, c'est énorme. Oui, c'est vrai. Vous avez réussi à rassembler beaucoup de personnes, donc non, c'est une progression. Ouais, et je pense que exactement, il faut passer par là. Alors, est-ce que c'est la solution? On le saura dans les années prochaines, mais là, pour le moment, je peux pas le dire. Mais en tout cas, je sais que maintenant, quand de temps en temps, je sors dehors et ils se souviennent du match au Vélodrome. Il y en a beaucoup qui sont venus parce que du coup, le match était gratuit. Donc peut-être que le remettre ou le refaire, ça fonctionnera et il y aura encore plus de monde. Certaines personnes ne nous connaissaient pas, nous ont connus grâce au Vélodrome, donc peut-être vont vouloir venir. Après, je peux comprendre que ça fait un budget quand la place est entre... Si la place était comme chez les garçons, entre 60 et 120 euros, ça fait un peu cher la place pour un match de football féminin. Mais un peu moins cher, pourquoi pas. Après, encore une fois, on est en plein développement, surtout à Marseille. Et on est monté en D1 que cette année. Donc, j'espère que dans les années futures, les places seront payantes et le stade sera plein comme les garçons. Hein. Ah, on espère. J'espère totalement. Espère. J'aimerais savoir quel est ton sentiment par rapport à la Coupe du Monde actuellement masculine. Il y a énormément de polémiques, de traitements très déséquilibrés. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te choque? Parce que il y a beaucoup de débats sur le sport, il est politique, le sport, il n'est pas politique, alors que... Bon, j'en dis pas plus, j'attendrai ta réponse. Le sport, il est politique, le sport, il est business, et le sport reste le sport. Maintenant, la Coupe du Monde, elle se passe aux États-Unis. On a un décalage horaire. Donc, chaque pays a des décalages horaires différents avec les États-Unis. C'est vrai que moi qui est algérienne, ça me fait un peu chier de me réveiller le matin. Mais on peut pas tout avoir. Enfin, eux, peut-être que ça leur arrange finalement de jouer à l'heure à laquelle ils jouent. Il fait peut-être moins chaud. On n'est pas à leur place. Après, là où je dis que le football, c'est business, c'est quand j'entends que la place pour aller au stade, elle est à 600 euros. Mais je suis désolée, mais moi, demain, j'ai des vacances. Si j'ai envie d'aller voir un match, j'irai pas payer 600 euros un billet pour aller voir un match de foot. Enfin, c'est énorme. Alors, j'imagine même pas pour les familles qui veulent vraiment aller voir la Coupe du Monde, qui se déplacent là-bas. Je pense notamment aussi aux supporters qui viennent d'Afrique, comme le Congo ou d'autres pays, qui ont dû faire mais tellement de choses. Et il n'y a pas beaucoup, d'ailleurs, finalement, de supporters qui ont dû avoir un visa, mais le visa n'a pas forcément été accepté. Certains ont dû être confinés pendant 21 jours avant d'arriver. Enfin, c'est business, c'est politique. Ça reste le sport, oui. Tu résumes bien, je pense, mais... Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Pas tout le monde est d'accord et ça, je peux le comprendre. On a tous des avis différents et je suis d'accord. Maintenant, il faut pas oublier que ça reste du football et que c'est du plaisir à la base. Ça. Mais il y a beaucoup trop d'argent en jeu. Donc, y a du plaisir, mais l'argent prend le dessus. Est-ce que tu penses que les joueurs de football devraient se positionner par rapport à la politique ou pas forcément? Parce que c'est vrai que vous avez quand même une certaine influence sur les jeunes. Et récemment, il y a eu une polémique par rapport à Kylian Mbappé, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que toi, tu penses que c'est normal pour un footballeur de prendre la parole ou au contraire, il vaudrait mieux se taire, tout simplement? En fait, c'est libre à chacun, libre à chaque joueur de parler s'il en a envie, s'il se sent capable, s'il a les épaules pour assumer ce qu'il dit, libre à lui d'en parler. S'il n'a pas envie, et si pour lui, il estime qu'il n'a pas besoin d'en parler, ben, il n'en parle pas. On n'est jamais à la place d'un footballeur ou d'une footballeuse, hormis quand on l'est. Pour le coup, j'ai été au cœur d'une polémique, notamment pour le stade Vélodrome. Il faut juste être en accord avec soi-même, être d'accord et connaître ses valeurs, connaître le sujet duquel on parle. Si la personne, elle sait et elle sait ce qu'elle dit et que c'est cohérent, ça me paraît pas fou. Donc, non. Si Kylian Mbappé a décidé de parler de la politique, c'est qu'il se sentait capable et il avait un rôle à jouer, sans doute. Maintenant, Mbappé et Roselyne Kezami, c'est deux mondes différents. Lui, il parle de politique, moi, j'ai parlé de mon cas personnel. C'est un grand joueur, il est beaucoup suivi. Et
je pense il est bien entouré. Oui, justement, l'accompagnement qui n'est pas forcément facile par rapport à la question des médias, des réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes suivi? Est-ce que vous avez un travail qui est fait de temps en temps par rapport aux relations publiques? Oui, complètement. Déjà, à Marseille, en tous les cas, on a tout ce qui est chargé de com, les photographes. À Marseille, on est sponsorisé par des gourdes. Donc, normalement, à chaque interview, on doit avoir notre gourde à côté et pas une bouteille d'eau. On vous laisse vous exprimer quand même, j'ai l'impression. Oui, on a quand même le droit de s'exprimer. Après, on a des fois des media training. Donc, c'est-à-dire qu'on s'entraîne, on est comme ça devant un micro et on nous pose des questions. Et parfois, il y a des questions qui nous mettent un peu mal à l'aise ou des questions qui vont piquer un petit peu. Et il faut savoir garder son sang-froid. Parce que forcément, les journalistes, c'est un peu ce qu'ils cherchent, quoi. Ça dépend, pas tous, pas toutes. Pas toutes, mais forcément, quand tu joues et que tu as perdu un match ou tu as fait quelque chose de mauvais, ils peuvent peut-être te poser une question qui va peut-être te titiller ou autre. Ouais. Justement, les chargés de com, ils sont là pour éviter ce genre de questions, s'ils sont pas d'accord ou autre. Après, en général, ils évitent quand même, malgré tout. Mais s'ils peuvent, peut-être... S'il y a moyen de faire du buzz, c'est sûr qu'ils vont en profiter. Parce que les bonnes nouvelles, ça intéresse moins que les nouvelles un peu croustillantes. Exactement. Moi, je me rappellerai toujours Laure Manodou qui sort du bassin, qui aux Jeux Olympiques, contre-performance, directement le journaliste sans le nommer là, il va pas l'attaquer, c'était pas méchant, mais bon, ça manquait de distance et du coup elle s'effondre en larmes et c'est pas facile de gérer, quoi. Non, complètement pas. Surtout y aller directement après, une fois qu'elle est sortie de l'eau, tes émotions sont décuplées, tu as un peu moins de lucidité. Je pense que c'est pas le bon moment. Et pour moi, je pense qu'il y a d'autres moments. Il y a d'autres moments et il y a d'autres manières de le faire. On est quand même des êtres humains, on a des émotions. Et le faire là comme ça, je pense que justement, c'est, comme elle a dit, pour les bons petits croustilles. Mais oui, le fait d'être médiatisé, ça peut aussi provoquer un peu d'angoisse. Et en parlant d'angoisse, les matchs. Tu dois avoir beaucoup de pression, toi, comme les autres joueuses. Comment tu fais pour contrôler ce stress? Comment tu fais est-ce que tu as des petits exercices? Est-ce que tu fais quelque chose pour justement être bien avant de commencer un match? Ça peut m'arriver. Alors, ça m'arrive pas tout le temps. Enfin, je suis stressée, mais il y a des degrés de stress, on va dire. Ce que je fais, c'est que je me remémore tout ce que je fais de bien avant les matchs. Et c'est quelque chose qui va me mettre dans une good vibes. Je vais me sentir bien à l'aise. J'écoute quelques trucs dans mes écouteurs, dans mon casque, notamment des sourates, qui m'aident beaucoup, qui m'apaisent. Surtout avant les matchs, c'est important parce que forcément, quand il y a du stress, tu veux tout donner, tu veux tout faire à la fois et tu peux pas tout faire bien et vite. Bien et vite, ça va pas ensemble. La précipitation, ça marche pas. Ouais. Exactement. Des fois, tu joues le match avant de l'avoir joué, en fait. Donc, pour éviter ce genre de cas ou autre, comme j'ai dit, je me remémore vraiment les bonnes actions. Je fais des exercices un peu de respiration. Et puis, il y a un truc qui est important. Je pense que c'est des petits tips, mais c'est d'avoir une routine, de pas la changer, mais de savoir ce que ton corps veut et ce que ton corps a besoin et de lui donner. Et justement, c'est là où, quand tu te sens bien, tu te sens en forme, tu as plus confiance en toi, donc forcément, tout va se dérouler plus facilement. Et ça, ces rituels, c'est quelque chose que tu as adopté récemment ou bien ça t'est venu? Parce que moi, j'ai quelques années en plus. On voit avec l'expérience, justement, que l'utilité de ces petites routines. C'est avec l'expérience. Moi, j'ai pas une grande expérience, mais quand même. Ouais. La saison dernière, on avait une préparatrice mentale collective. Et c'était génial. Je t'interromps parce que j'ai l'impression que chez les hommes, ils l'ont pas, là. C'est différent. C'était génial, tu disais? C'était génial. Alors, c'était une année importante parce qu'il fallait qu'on monte. On avait raté la montée la saison juste d'avant. Cette année-là, il fallait qu'on monte. Et on avait toutes les qualités pour, mais on n'arrivait pas forcément à les mettre sur le terrain, au service du collectif. Et elle a beaucoup contribué à cette montée-là. Elle
elle nous a fait mettre des mots sur les émotions qu'on ressentait, mais pour lesquelles on n'arrivait pas à décrire, en fait. On était tout en rond dans le vestiaire et elle nous demandait d'écrire sur un papier quelle émotion on avait actuellement et quelle émotion on allait avoir avant le match. On essayait d'imaginer. Et elle faisait souvent un triangle entre les émotions, notre esprit et notre corps. Et en fait, les trois sont liés. Et faut pas trop l'oublier. Donc, nos émotions, notre esprit et notre corps sont reliés. Donc, si les trois fonctionnent, ça fait un triangle. Et ça devrait être comme la flamme, le feu. Donc, le feu sur le terrain. Mais ouais, c'est des tips que du coup, j'ai gardés, qui m'ont été rajoutés, que j'avais déjà avant. Et puis avoir fait ça collectivement, ça m'a aidé. J'allais la voir de temps en temps individuellement. Même si j'ai une préparatrice aussi toute seule, j'allais la voir. Elle avait d'autres outils, d'autres moyens que j'utilisais. Et puis, vu qu'elle était là très souvent au foot, je pouvais la voir et on pouvait parler peut-être 5-10 minutes. Et c'était cool. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais, super accompagnement, quoi. Ouais, complètement. Je faisais la boutade, mais on se demande des fois pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, vu les moyens des clubs, préparateur mental dans tous les clubs, mais non, c'est pas le cas. J'ai l'impression, après c'est mon impression, hein, mais que c'est un peu tabou, que c'est un peu mal vu. Et en fait, je parle d'un grand champion, Teddy Riner. Et pourtant, il fait pas du sport, il fait pas du foot, mais je me fie un petit peu à lui, je regarde beaucoup. Il le dit que sa réussite elle est en partie grâce à sa préparation mentale. Et je pense que la préparation mentale, elle est limite plus importante que tout le reste. Ouais. Parce que c'est ce qui va te conditionner à être fort mentalement. Si tu es fort mentalement, ça va te conditionner à être fort physiquement et à pas lâcher finalement. Mais quel moyen tu vas avoir pour pas lâcher quand ça va être vraiment dur et tu vas être à l'agonie, tu n'as plus de souffle. Et pas que ça. Il y a des moments où tu doutes, les résultats sont pas là. Il y a des moments où tes entraînements sont plus durs. Des moments où tu ne comprends pas. Et c'est là où tu as besoin de mentalement aller chercher des ressources. Et je pense que la préparation mentale est un outil indispensable aujourd'hui dans le sport. Oui, c'est essentiel, pas que dans le sport. Je trouve que le mental, il faut l'avoir partout, quand tu as des projets, vis-à-vis de tes passions. Et c'est dommage que ce soit des fois un sujet tabou. Je pense, par exemple, je sais que des fois, il y a des personnes, il y a des parents qui ne veulent pas que leur enfant aille voir des psychologues parce que c'est la honte. Et je trouve ça dommage parce que, comme tu as dit, le mental, c'est vraiment essentiel. Et en parlant de ça, du coup, toi, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui nous regardent pour justement garder confiance en soi ? Je sais qu'il y a des moments où c'est compliqué. Est-ce que tu as des petits tips ? Tout à l'heure, tu disais justement que tu te remémorais tous les bons moments pendant ton parcours. Est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner ? Trouver une routine à faire avant match. Moi, je sais que j'ai besoin de faire des activations un peu individuelles, qui me regardent à moi et qui me conviennent. J'en ai besoin. Tu peux dire c'est quoi les activations ? Les activations, c'est-à-dire préparer mon corps à faire des mouvements que je vais sans doute reproduire sur le terrain. Mais c'est pas forcément des mouvements où tu te dis en vrai tu vas faire ça sur le terrain. Mais en fait, si tu vas te retrouver à faire un mouvement et en fait, c'est vraiment échauffer toutes les parties de ton corps et vraiment des doigts de ta main à tes doigts de pied. Et c'est vraiment activer tous les muscles de ton corps. Et c'est juste avant de jouer. Parce que l'échauffement, oui, c'est vrai que tu vas t'échauffer et tout. Mais activer les muscles de ton corps va t'aider beaucoup plus à rentrer plus dans ton match. Tu vas être plus focalisé et finalement, ça va être une routine. Donc, il y a ça. Encore une fois, comme j'ai dit, je garde souvent mon casque ou mes écouteurs. Et j'ai ce qu'il faut dans mon casque ou dans mes écouteurs. Pour être au calme. Exactement. Pour être dans ma bulle. Pour être vraiment dans ma bulle. Après, je sais qu'il y en a certains qui, pour en avoir discuté avec d'autres filles dans mon équipe, moi, j'arrive pas, mais certaines ont besoin d'entendre de la musique dans le vestiaire et de danser, de rigoler avec tout le monde. C'est peut-être un moyen de déstresser aussi. Alors ça, c'est propre à chacun pour moi. Moi, j'ai ça. D'autres
ont envie de danser, d'autres rien du tout. C'est propre à chacun. Faut juste trouver ce qui lui convient. Alors, faut tout essayer. Comme ça, au moins, tu te dis, ça me va. Je me sens bien et ça va. J'ai pas tout essayé parce que c'est un peu difficile pour moi de danser avant un match. Je suis très concentrée. Mais j'ai trouvé ma routine, donc ça me va. Ah bah, tant mieux alors. Et en parlant de ça, est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui voudraient justement se professionnaliser et devenir footballeur ou footballeuse? Alors, toujours croire en ses rêves. Il y aura des moments plus durs que d'autres, mais il faut toujours y croire. Il faut avoir confiance en soi et surtout jouer avec du plaisir et écouter. Beaucoup, beaucoup d'écoute. Il y a beaucoup de remises en question, mais beaucoup d'écoute. Et répéter. La discipline, c'est quelque chose qui est indispensable. Des fois, on a la flemme, des fois, on n'a pas envie et tout. La discipline, elle doit prendre le dessus sur tout le reste. C'est-à-dire que en ce moment, il fait chaud. J'entraîne le matin à 8h parce que sinon, il fait chaud. J'ai pas envie de me réveiller à 7h du matin alors que je suis en vacances. C'est la discipline. Je suis obligée de me lever à 7h parce que sinon, je vais me lever à quelle heure? À 10h. À 10h, c'est difficile de s'entraîner. Et j'ai pas envie de m'entraîner à 22h non plus. Donc, c'est une discipline à avoir. C'est difficile, mais si on veut vraiment, on peut. La répétition, je trouve ça important. Moi, je m'intéresse au mental plus spécialement sur l'aspect tennis. Et c'est vrai que ça peut paraître con, mais c'est pas parce qu'on rate un geste une fois qu'on doit plus le faire. En fait, et puis c'est la mémoire musculaire aussi qui fait qu'on répète un geste, ça devient automatique. Complètement. À l'entraînement, on fait tout le temps. Pourtant, on en fait tous les jours, mais des passes. On se dit, oui, les passes, tu les fais. À l'entraînement, l'échauffement, tu dois faire constamment des passes. Contrôle, passe. C'est de la répétition. Parce que sur 100 passes, tu vas pas réussir 100 passes. Tu vas pas en rater 100. Exemple, aujourd'hui, je vais en réussir 50. Demain, il faut que j'en réussisse 55. Ça, tu comptes. Ouais. Je compte pas, mais je me dis, le ratio ça quand donne même. Une indication. Ouais, complètement. Et il faut que je me rapproche des 100% pour être au top. Donc ça, c'est sur l'aspect technique. Maintenant, après, il y a pareil, moi qui joue latéral ou central, sur la répétition des efforts, pareil. Aujourd'hui, je fais 15 allers-retours. J'aimerais bien en faire 20. Mais 20 en étant à l'aise et pas à la 20e, je suis rincée, je peux plus courir. Donc c'est à travailler. Donc c'est toujours de la répétition. Justement, sur la question physique, et j'ai envie de te poser la question sur la nourriture, sur l'alimentation. Est-ce que tu suis un régime plus ou moins strict ou est-ce que tu arrives justement à tenir ta route qui fait que tu te sens bien physiquement? C'est très important, l'alimentation, l'hygiène de vie. Ça fait partie de l'entraînement. Mon préparateur physique, il nous dit toujours que l'entraînement, c'est pas que 4 heures, c'est 24 heures. Parce que le sommeil fait partie de l'entraînement, l'alimentation fait partie de l'entraînement, l'hydratation aussi. Donc, on fait toujours attention à ce qu'on mange. On peut pas manger ce qu'on veut. Parce que sinon, je mangerais des fast-food tous les jours. Non, je rigole. Mais oui, on est obligé de faire attention. Surtout que nous, on est des filles. On a tendance à prendre un peu plus de poids que les garçons, plus facilement. J'ai de la chance. Je vis chez maman, donc on mange assez bien. Parce que j'allais dire, il y a la notion de plaisir qui compte quand même. Ouais, il y a la notion de plaisir, mais on peut se faire plaisir en mangeant bien. Et en plus, maintenant, on peut aller sur Instagram ou TikTok, on peut trouver des recettes géniales. Les gens, ils nous donnent tout. Il y a même ChatGPT. Non, mais il y a maman aussi. Et il y a maman. Enfin, surtout, d'abord, la première, c'est maman. Après, il y a tout ça. Mais non, on peut bien manger et se régaler en même temps. Après, moi aussi, je cuisine bien quand même, parce que j'ai vécu 7 ans toute seule. J'ai dû me débrouiller à faire à manger. Maman, elle n'allait pas venir faire à manger tous les jours. C'est bien de le préciser. C'est ça. Je sais faire à manger, je sais me gérer toute seule. Je suis partie à l'âge de 14 ans, je suis revenue à l'âge de 22 ans. Ah oui, c'est tôt quand même. Ouais, okay. Oui. Je suis partie à l'âge de 14 ans, je suis revenue à 22 ans. Donc finalement, j'ai plus grandi et appris un peu tout toute seule que avec maman, oui, mais en fast time, pas avec moi tous les jours constamment. Donc il a fallu se débrouiller pour faire ses machines, à manger, ses affaires, tout, devenir totalement autonome. Finalement, c'était la meilleure expérience de ma vie, les croisés, parce qu'après cette année-là, comme j'ai dit, je suis allée à Saint-Malo et je me suis retrouvée toute seule,
confrontée avec moi-même. Et je pense que si j'étais restée à Marseille, je serais restée le bébé. Je suis la plus petite de la famille. J'aurais moins appris, ouais. J'aurais moins appris, j'aurais moins grandi aussi vite. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Je sais pas tout de la vie, loin de là. Mais j'ai beaucoup appris de la vie, par contre. Et j'imagine que tu as beaucoup appris sur toi-même aussi. Parce que quand tu es toute seule, c'est pas pareil que, comme tu as dit, quand tu es entourée avec la famille ou quoi. Quelles sont les choses que tu as pu apprendre sur toi-même? Est-ce que tu t'es étonnée à des moments? Dis-nous en plus. Complètement. Quand j'arrive à Saint-Malo, je viens à peine d'avoir 18 ans. Donc, c'était un peu difficile d'avoir un appartement au départ. J'étais dans une auberge de jeunesse, donc j'avais un appartement. C'est dans un immeuble, c'était juste des jeunes, entre guillemets. C'était des jeunes qui étaient soit travaillés, soit étaient en études. Donc ça, c'était génial. C'était au début, je gagnais pas non plus super bien ma vie, donc j'ai pu mettre de l'argent de côté. Au bout d'un an et demi, j'ai pris mon premier appartement, donc j'ai pu gérer mes factures toute seule. Tout gérer vraiment, acheter les meubles, vraiment tout faire. Chose que à la base, c'est maman et papa qui faisaient ça, quoi. Enfin, pas moi. Ou agent, il n'y a pas d'agente? À ce moment-là, non, pas du tout. Non, à ce moment-là, pas du tout. J'en ai actuellement, mais non, j'en avais pas. J'ai vraiment tout fait toute seule. La négociation de salaire, pareil. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, finalement? S'il n'y a pas le foot, qu'est-ce que tu fais? Vraiment, ce qui m'intéresse, c'est coacher. J'aime bien coacher. J'aime énormément. Transmettre, surtout chez les jeunes. T'es au bon endroit, au spot, alors, pour parler de transmission. Ouais, complètement. Transmettre, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. À n'importe quelle échelle, tout le monde peut transmettre. Aujourd'hui, moi, je fais du foot. Vous êtes dans le podcast. Je pense que vous pouvez transmettre aux personnes qui veulent se lancer. Vous pouvez leur transmettre ce que vous avez appris et vos expériences. Chacun peut transmettre à sa façon. Nos parents aussi nous transmettent à leur façon. C'est génial et c'est bien. C'est même pour ça que je vais faire ça plus tard après le foot. Et t'aimerais coacher t'aimerais coacher toujours dans le milieu du football ou pas? Parce que j'ai vu dans une autre interview que tu t'intéressais à d'autres sports aussi, comme la boxe notamment. Est-ce que ça te plairait de coacher dans un autre sport ou tu restes vraiment attaché au football? Non, je resterai attachée au football. Alors, j'aime beaucoup la boxe. J'aime le tennis. Après, j'en pratique pas. Je suis très, très nulle. Quand tu veux. Je suis très, très nulle. Je rate la balle en plus, non. Mais j'aime beaucoup regarder. Mais je suis pas... Comment dire? Je suis pas assez spécifique dans ce sport-là pour pouvoir transmettre. C'est plutôt moi... Enfin, il faudrait que j'apprenne. Mais je connais beaucoup plus le football et c'est quelque chose que je maîtrise plus. Donc, je me verrais plus transmettre le football, quelque chose dont... La chose qui m'anime le plus finalement dans ma vie à l'heure actuelle, c'est le football. Et si je peux transmettre ça, notamment chez les jeunes, leur transmettre un petit peu mon vécu et leur donner quelques petits conseils pour des choix de carrière, pourquoi pas. J'aimerais, plus tard, parce que là je suis encore jeune, mais être entraîneur en centre de formation. Pour avoir été en centre de formation, vraiment leur faire comprendre que là, c'est important, c'est les années importantes de leur carrière et de leur vie, que ce soit à l'école ou dans le foot, et de ne pas lâcher les deux. Et aussi, surtout, de vraiment écouter tout ce qu'on peut leur apporter, tout ce qu'on peut leur dire. Alors oui, des fois, je suis passée par là, c'est chiant, ils te disent « oui, moi je sais ». Ben oui, ils savaient, mais ils ne sont pas à ta place aussi. Donc moi, je suis passée à ta place, je sais ce que c'est et je pourrais te donner mon expérience et l'expérience d'autres personnes qui ont vécu ce que toi peut-être tu as vécu ou si tu as entre deux choix, si tu as deux choix à faire, je pourrais t'aider. C'est intéressant de voir que tu as cette volonté si jeune parce que moi j'ai l'impression, en suivant le foot de loin, mais que souvent quand il y a des joueurs qui veulent devenir entraîneurs, c'est plutôt vers les 29-30 ans qui commencent ou limite fin de carrière. C'est parce que c'est ton côté hyperactif? Peut-être. Et je pense aussi au futur. Comme j'ai dit, je vais pas jouer au foot jusqu'à 40 ans. Et c'est quelque chose que j'aime bien aussi malgré tout à côté. Donc, si je peux le faire à côté, je le ferai. Même à l'heure actuelle, si je pourrais coacher, je le ferai. Malheureusement, cette année à D1, c'était très, très difficile de faire les deux. Mais je pense que
c'est quelque chose qui reste vraiment dans un coin de ma tête. Je regarde énormément de matchs de foot. Et je regarde pas que des matchs de foot de Ligue 1 ou de Première Ligue ou autre. Je regarde même des matchs de National 2, de National. J'aime vraiment le foot. C'est un truc pas un peu bête, mais j'ai un livre, un cahier où j'écris beaucoup dedans. Donc j'écris des trucs à moi. Ah, c'est pas bête du tout, hein, au contraire. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Et derrière, il y a deux côtés. Donc il y a la partie joueuse ou personne, donc la personne Roselaine, la joueuse Roselaine Kezami, et la coach, la future probablement coach. Et j'écris plein de choses que j'ai vues ou qui sont restés dans ma tête, des entraînements que j'ai bien aimés, que j'ai gardés, que moi-même j'ai été joueuse, donc un certain coach m'a fait faire cet entraînement-là, j'ai bien aimé, donc je vais le noter. Et peut-être que je le changerai à ma façon ou je le garderai. Et c'est génial. Ah, je fais ça aussi au tennis, c'est la meilleure des inspirations. Ouais. Il y a la théorie, puis la pratique. Exactement. Et justement, tu regardes à l'étranger sur ta carrière, la suite, sans te demander de révélation, mais est-ce que tu aimerais jouer à l'étranger ou bien poursuivre en France ? Non, complètement pas poursuivre en France. J'ai vraiment envie d'aller à l'étranger. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, j'ai pas d'attache, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Je pense que c'est le moment. Ma famille est en pleine forme, ils peuvent voyager. ça c'est pas donné à tout le monde. Donc s'ils peuvent venir et si moi aussi je peux revenir, ça va. Mais ouais, j'aimerais bien aller à l'étranger, voir une autre culture. Je pense que c'est le moment. Il y a des pays qui te parlent le plus, je demande que ça soit le foot ou bien au niveau de la culture. Il y a beaucoup de pays, ouais. Les États-Unis, l'Angleterre. Ah oui. Pardon. L'Angleterre, oui, je te conseille. Je trouve que, parce que j'ai vécu en Angleterre pendant plusieurs mois. D'accord. Et ils sont très, très ouverts d'esprit. Ils t'accueillent super bien. Donc, si tu as l'opportunité d'y aller, je te conseille à fond. Je t'encourage à fond. Ça reste dans le coin de ma tête, en tout cas, l'Angleterre. Il y a l'Espagne aussi, l'Italie. Vraiment, il y a beaucoup de pays en Europe. Et il y a des pays un peu plus loin, comme l'Arabie Saoudite ou la Turquie. Il y a un aspect financier qui est beaucoup plus important aussi qu'ici en France et qui est à prendre en compte. Parce que oui, j'aime le foot et j'aime jouer. Mais c'est bien aussi de gagner sa vie grâce au foot et gagner bien sa vie. Je ne gagnerai jamais ce qu'un garçon gagnera. Parce que si aujourd'hui on prend Roselaine et que je me transforme juste en garçon, je serai riche. Je serai riche, mais c'est pas le cas. Donc il faut que j'y pense. Comme j'ai dit, je ne jouerai pas au football jusqu'à beaucoup, beaucoup d'années. Je pense qu'il me reste 7, 8 ans à tirer, grand max, vraiment. Donc, pourquoi pas, dès maintenant, essayer de gratter le maximum d'argent. Et une question aussi, en tant que passionné de foot, mais en même temps sur le côté humain, et on parle des entraîneurs ou entraîneuses. Est-ce que ça peut être un choix ? Avant, j'y avais pas pensé, mais maintenant, je suis aussi éducateur tennis, et c'est vrai que les relations avec un entraîneur ou une entraîneuse, elles comptent aussi. Est-ce que ça peut être un choix ? Par exemple, je vais parler plutôt des hommes, mais je rêve d'aller à l'OM, je vais jouer à l'OM, mais en même temps, il y a un entraîneur qui me plaît, allez, je dis n'importe quoi, Roberto De Zerbi à Tottenham, je vais plutôt aller à Tottenham parce que De Zerbi est là-bas. Est-ce que ça compte vraiment dans le choix ou pas ? Complètement, mais mon choix peut se faire par rapport à un entraîneur. Parce que la confiance que peut te donner un entraîneur peut changer ta saison et peut changer finalement même ta carrière. Donc je pense notamment justement à ma première saison à Marseille. La confiance que m'a accordée mon coach, il s'appelle Yacine Gasmia. Je l'ai quasiment rarement eu en tant que coach. Et c'est sans doute pour ça que j'ai su rebondir. Et vraiment, comme j'ai dit, c'était l'une de mes meilleures années. J'ai performé. Et si demain il m'appelle et qu'il me dit « Rosane, j'ai un projet et tout, j'ai besoin de toi », j'irai. J'irai parce que quand quelqu'un te donne confiance et qui t'apprend derrière, on est des filles, nous on a beaucoup besoin de cette attention-là, on a plus besoin de ça qu'un garçon, même si un garçon en a besoin aussi. Si demain il m'appelle et me dit « Rosane, j'ai besoin de toi pour un projet », j'irai direct. Parce que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance et il a confiance en moi. Et cette confiance, comme on se la partage mutuellement, forcément, c'est décuplé sur le terrain et donc tu as envie de tout donner pour ce coach et pour ce club-là. C'est vrai que les garçons et les filles, on n'a pas forcément les mêmes besoins.
Et d'ailleurs, quand tu as commencé, tu as joué avec des garçons, non? Est-ce que ça t'a fait un choc, on va dire, ou est-ce que... Parce que je sais que apparemment ils étaient assez brusques, il me semble, ou en tout cas qu'ils n'allaient pas de main morte. Est-ce que toi, ça t'a beaucoup appris ou est-ce qu'au contraire, au début, tu avais un petit peu peur? Ça s'est passé comment? Non, j'ai jamais eu peur. Ils ont vraiment été cool avec moi. Vraiment trop gentils. Mais par contre, sur le terrain, c'était des garçons. Pour eux, j'étais un garçon aussi. Ils oublient que j'étais une fille. Mais ça, c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il faudrait que je pousse plus les filles à leur dire oui, allez jouer avec les filles qui font du foot, faites une équipe de filles. Sauf que non. Là où tu apprends le plus, l'école de la vie, c'est en jouant avec les garçons. Les garçons, ils n'ont pas peur, ils vont mettre le pied. Et ce pied-là, tu vas en avoir besoin quand tu auras 25 ans, quand tu vas jouer contre des filles. Et il ne faudra pas avoir peur, tu l'auras appris quand tu avais 10, 11 ans. Parce que tu auras joué avec des garçons qui, eux, n'avaient pas peur de te mettre le pied. Donc, tu seras obligé de répondre face à eux. Tu ne pourras pas... Oui, bien sûr. Il faut être confronté à des difficultés pour évoluer, justement. Exactement. Et franchement... si j'avais pu jouer au foot avec les garçons jusqu'à 20 ans, jusqu'à 24 ans maintenant, j'aurais joué avec eux. C'est trop bien de jouer avec des garçons. Ça va plus vite déjà. Et puis, ils s'en foutent de tout. Nous, des fois, on fait attention à trop de détails. Oh, elle m'a dit ça comme ça. Bah ouais, sur le coup de la colère, à ce moment-là, je l'ai dit comme ça, mais c'était pas méchant. Donc oui, je vais venir te dire, oui, je l'ai dit comme ça, mais c'est pas méchant. Faut le comprendre, on est dans le foot. Dans le foot de haut niveau, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de s'arrêter à ce genre de détails. Alors oui, si maintenant on va s'engueuler, on va se voir à la fin de l'entraînement ou à la fin du match, on va discuter et c'est bon. Un petit check, c'est réglé. Oui, voilà. C'est ce qu'on se dit. Mais malheureusement, une fille, ça reste une fille, donc elle va te dire oui, mais elle va quand même être rancunière, donc elle va le garder. Et si le lendemain ou dans 3 jours ou dans 6 mois, tu lui remets un coup, elle va dire elle a refait alors qu'elle avait déjà fait, elle s'était excusée. C'est pas volontaire. Du foot, on est dans la même équipe, c'est pas volontaire. Un garçon, il va se passer ça, ils vont s'embrouiller, ils vont se taper, et le soir même, ils vont aller manger ensemble. Oh, pas toujours. Plus souvent. Ouais. Chez les filles, beaucoup moins. La fille, elle va garder en elle ce qui s'est passé il y a 5-6 ans en arrière, et tu vas rejouer dans 2 ans après avec elle, elle va te dire... Moi, je dis ça peut arriver à des hommes et garçons aussi, mais moi, je voulais dire un mot sur la Coupe d'Europe féminine l'année passée. J'ai regardé quelques matchs et justement en comparant les dérives du foot masculin très très capitaliste quand même, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de jeux et ça c'était agréable à voir parce que moi je trouve que c'est dommage quand il y a plein d'arrêts de jeu, quand il y a plein de simulations, de fautes. À ce niveau-là, est-ce que tu vois une différence? Moi c'est quand même la différence que j'ai remarquée. C'est souvent ce qu'on me dit. Ouais. Ce que tu me dis, on me le dit souvent. Après, je le remarque un peu moins. Alors, il y a quelques années, oui, j'étais d'accord, mais là, un peu moins. Ouais. Je trouve que les garçons font moins semblant, je trouvais. Mais... Ouais, il y a eu une période, il y avait trop de simulations tout le temps. Ouais. Il y en a souvent qui me parlaient souvent même de Neymar. Ouais. Neymar est toujours par terre. Après, il y a des joueurs, quand je les touche, ils savent faire... Nous, on est toujours obligés de faire les fortes et de dire que non, il n'y a pas faute. Parce que je reviens sur ce qu'elle avait dit tout à l'heure, on est toujours en train de prouver. Donc si on va dire oui, on va tomber, on va dire c'est une fille, elle est tombée pour ça. Et vu que c'est un garçon, lui, il a plus le droit finalement. Alors que non, on aurait pu tomber pour la même chose. En tant que sportif de haut niveau, moi j'ai l'impression, je le dis, je suis pour l'OM et les autres, c'est dur d'être objectif. Je pense même dans le journalisme, l'objectivité n'existe pas. La neutralité, en tout cas, on tire à l'objectivité. Mais j'ai l'impression qu'il y a des clubs où ils apprennent ça plus que d'autres. Olympique Lyonnais, par exemple. Je parle des hommes, pas des femmes. Non. C'est mon avis à moi. Non, mais je dirais que par contre, dans des clubs, et plutôt à l'étranger, je pense plus à l'Espagne aussi, où ils sont vraiment focus dans ça. C'est un atout. Je ne sais pas si c'est un atout, mais ils le travaillent. Ouais. Ils le travaillent. En fait, aujourd'hui, un match, ça dure 90 minutes et tout devient une arme pour gagner le match ou pour en tout cas faire mal à l'adversaire. À l'époque, on ne faisait pas forcément attention à un détail tout bête, mais les touches. Aujourd'hui, les touches, c'est une option de but maintenant. Tellement qu'on travaille ça, sur une touche, tu peux vite te retrouver dans le camp adverse et marquer. Les corners, c'est pareil.
tout est travaillé dans chaque détail. Compte, ouais. Exactement. Les 6 mètres, les coups francs, les combinaisons. Faut savoir que dans une semaine classique, on analyse l'adversaire, on les analyse sur leur aspect offensif et défensif. Et nous, donc, on travaille offensivement et défensivement pour les contrer. Et dans les analyses, il y a aussi, du coup, les analyses des coups de pied arrêtés. Donc, tout ce qui est corner, coup franc, penalty, touche. Et donc, on met en place aussi, nous aussi, des combinaisons pour les mettre en difficulté. Donc, chaque club le fait à leur façon. Donc, j'imagine même pas les garçons comment ça doit être décuplé. Nous, c'est vraiment énorme. Alors, j'imagine même pas les garçons où il y a beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus d'argent en jeu. Moi, quand j'étais plus jeune et en suivant le foot, j'étais un peu choqué d'entendre les commentateurs. Souvent, ils appellent ça l'expérience. Enfin, par exemple, les simulations ou bien garder le ballon quand le ballon est encore à 5 mètres de la sortie et que tu fais pour garder le ballon, etc. Enfin, ou plutôt que le ballon sorte. Et tout ça, ils appellent ça souvent l'expérience, en effet. Complètement. L'année dernière, du coup, quand on monte, on joue un match très très chaud. C'était contre Lille et on gagne 1-0. Et si on fait match nul, ça met en péril notre montée. Et pendant 2 ans, j'avais des joueuses d'expérience, notamment une qui était très très forte là-dessus. Et puis quand tu gagnes 1-0 et que tu es dans ton moment faible et que l'adversaire il est dans son temps fort, il faut savoir faire le dos rond, comme on dit, et savoir gagner du temps. Ouais. Elle était trop forte dans ça. Mais trop, trop forte. Vraiment, elle m'a impressionnée. Elle gagnait des coups francs ou gagnait du temps. Là où moi, par manque d'expérience, j'aurais pas fait la même chose qu'elle. Mais peut-être que maintenant, de l'avoir vu faire, j'ai peut-être appris. Et je sais maintenant comment faire. Ou il y en a une autre aussi en sélection qui, pareil aussi, a beaucoup plus de bouteilles, comme on dit. Et pareil, elles savent gérer certains moments. Il y a des moments où nous, on est plus jeunes, donc on a cette fougue-là à vouloir y aller tout le temps. Sauf qu'à des moments, il faut calmer parce que tu gagnes et que si tu vas toujours attaquer, il faut que tu calmes un petit peu parce que tu as le ballon. Tu es dans un moment où c'est plus dur pour toi. En fait, elles sont malines, quoi. Elles ont de la bouteille. Et pour parler des hommes, côté OM, j'ai l'impression qu'il manque ce côté-là, cette qualité-là. Est-ce que c'est pas parce que le public, il y a trop de ferveur qui fait qu'ils osent pas, ils préfèrent attaquer et il manque un peu ce côté-là, cette qualité-là, j'ai l'impression. Non, ça va. Ils avaient quand même les garçons, ils avaient quand même des joueurs d'expérience. Je pense à Aubameyang, Højbjerg. Franchement, non. La qualité des joueurs, oui, mais il y a eu souvent le fait, cette année en tout cas, de perdre des matchs dans les dernières minutes. Alors ouais, là, sur ça, je suis d'accord. Je pense pas forcément que c'est... Il y a beaucoup de facteurs, peut-être. Ouais, je pense pas forcément que c'est dû à un manque d'expérience. Non, je veux dire au public qui pousse, la ferveur, la fougue du vélodrome. Je pense que tous les joueurs de l'OM savent que quand tu viens jouer à Marseille, c'est pas facile. Ouais. Même les adversaires, ils savent que c'est pas facile de jouer à l'OM. J'en parlais hier encore. Et je disais que quand tu joues à l'OM, peu importe la catégorie, peu importe l'âge, peu importe que tu sois une fille ou un garçon, quand tu joues à l'OM, l'adversaire voudra toujours te gagner. Et il te verra, ils voudront toujours abattre l'OM. À 200%. Exactement. Par contre, tu vas le voir dans une semaine, je pense pas qu'ils feront le même match qu'ils ont fait contre toi. En fait, ils vont donner tout ce qu'ils ont contre toi. Mais tu penses que... Pardon, je t'ai coupé, mais tu penses que c'est dû à quoi ? Marseille, c'est unique. En fait, l'OM, ça fait tellement de bruit. Il y a tellement de monde qui suit l'OM. Il y a tellement de monde qui aime l'OM qu'en fait, c'est, comme tu as dit, c'est quelque chose qui peut faire changer une carrière. Tout le monde regarde l'OM. Du plus jeune au plus vieux, tout le monde regarde l'OM. Et j'ai envie de dire, pas qu'à Marseille, dans la France entière. Dans tes voyages, dans tes déplacements, tu as pu croiser des fans de l'OM Bien sûr. Quand je vais en sélection en Algérie, tout le monde regarde l'OM. Après, l'Algérie, c'est... Marseille et l'Algérie, c'est la même chose, mais
quand je pars, tout le monde connaît l'OM. Ouais. Un truc tout bête. Il y a 3 jours, je suis rentrée du Portugal. J'étais à la Ligue des Champions de beach soccer. Donc, j'étais là-bas et à la Ligue des Champions, il y a des Brésiliens, il y a des Portugais, il y a des Ukrainiens, il y a des Russes. Il y a de tout. Vraiment, il y a de tout. Ben, tous connaissent l'Olympique de Marseille. Mhm. Pourtant, on parle des pays qui sont à l'autre bout de la planète quand même. Hein. Eh ben, ils connaissaient tous l'Olympique de Marseille. Ah, ça fait plaisir à entendre. Hein. On a un Complètement. bon club. Moi, j'étais fière. Hein. Ouais, la régie. Dédicace. Moi, j'étais fière. Donc, si tu te dis que ce club-là, il fait parler d'eux, donc, imagine-toi en France, comment ça doit parler de Marseille. Quand il y a l'OM à 21h le dimanche, il n'y a plus personne dans les rues à 21h. Donc, forcément, tout le monde veut jouer contre eux et tout le monde veut les gagner. Et d'ailleurs, quand tu étais capitaine, tu voulais faire ressortir les valeurs du club, n'est-ce pas ? Ouais, complètement. Quelles sont-elles, les valeurs de ce club ? La première, c'est mouiller le maillot. Tout le monde dira ça. Mais c'est vraiment le vrai terme, mouiller le maillot. C'est-à-dire que tu peux rater une passe, tu peux rater quelque chose. Mais tu es obligé de t'arracher pour pas prendre un but ou pour au moins le récupérer, tu vois, le ballon. Jouer tous tes ballons à 100 000%. Pas faire semblant. Il y en a un qui, malheureusement, je l'aime beaucoup comme joueur. Et il a su faire ça que sur un match. Et après, malheureusement, il a été blessé. Benasser, quand il est arrivé, il a fait un match où il a joué 60 minutes. Ouais. Mais il a fait 60 vraies minutes. Et tu pourras jamais le reprocher. Il est sorti à l'heure de jeu, donc au bout d'une heure de jeu. Mais il était rincé. Et il a tout donné. Qu'est-ce que tu voulais que les supporters lui reprochent ? Il a tout donné. En fait, à partir du moment où tu donnes tout, même si t'as raté des choses, tu as tout donné, tu as donné le meilleur de toi-même. C'est ce qu'ils veulent, en fait, les supporters. Ils veulent juste pas que tu fasses semblant et que tu fasses ta petite starlette. Non, tu mouilles le maillot, tu fais pas semblant. Tu mets le bleu de chauffe et on y va, au boulot. Tu t'investis à fond. À fond. Bah, merci beaucoup, c'était vraiment intéressant de t'interviewer, de discuter avec toi et ça donne envie de voir la suite de ta carrière et de te voir comme entraîneuse, comme coach. Ah oui, pardon, j'ai oublié, il y avait le beach soccer quand même aussi. J'ai lu que tu as évoqué le beach soccer, tu joues ou bien Là, malheureusement, je pouvais pas. avec la carrière c'est difficile. Avec la carrière, c'est un peu difficile. Avec mon contrat avec Marseille et puis là, il y a la CAN. Mais ça reste dans un coin de ma tête. Je pense fortement reprendre. J'en faisais avant. Parce que quand j'étais à Saint-Malo, j'avais pas de contrat professionnel. Donc, je pouvais en faire l'été, quand c'était les vacances. C'est quelque chose vraiment que je kiffe. Je pense que si demain, ça paierait autant que le foot, je ferais que du beach soccer. Toute l'année en claquette, sur le sable, le soleil. T'as évoqué le Brésil. Moi, j'étais au Brésil, dans le nord-est, Salvador de Bahia. Là-bas, c'est une institution. T'as déjà été ou... Non, j'ai pas été au Brésil. J'ai été qu'au Portugal. Ouais. Au Portugal ou en Espagne. J'avais fait la Ligue des Champions. Avant ça, j'avais fait un tournoi à Alicante. C'est génial comme sport. C'est trop, trop bien. C'est bien dommage que ça soit pas pareil, autant médiatisé que le football normal. Au Brésil, un peu plus. Certains peuvent en vivre, mais ils sont obligés d'aller faire entre 3 et 6 mois en Russie. Ah oui, c'est développé en Russie ? Complètement. Malgré le froid. En fait, c'est des terrains qui sont fermés. Il y a du sable, c'est des terrains qui sont fermés, donc ça, c'est génial. Ah ouais, c'est autre chose, quoi. Ouais, complètement. Mais c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, allez-y, essayez, vous allez voir. Vous allez sans doute tomber amoureux de... Vous aimez le foot, je pense que vous allez aimer le beach soccer. Vous allez me dire, oui, c'est dur. Une fois que vous avez la technique pour lever le ballon, vous allez vous régaler. Des retournées par-ci, par-là, des ciseaux, c'est trop, trop bien. Si on a l'occasion, on va tester. On y va. Il faut sortir de sa zone de confort. Exactement. En tout cas, tu t'y consacreras peut-être plus tard. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Enfin, en tout cas, j'y pense depuis un moment et là, d'y être retournée, j'ai juste regardé, j'ai pas joué. J'ai envie de jouer. Donc je pense que incessamment sous peu, je pense en refaire quand même à côté du foot. Si je peux, lié avec le foot à 11 et le beach soccer, je le ferai. Ça marche. Pour l'instant, on te souhaite en tout cas tout le meilleur dans ta carrière footballistique. Merci beaucoup. Il faut suivre les matchs en juillet. Oui. Est-ce que tu peux rappeler les dates ? Le premier match, c'est le 25, le deuxième, le 29 et le dernier, le 31.
Et en plus, je pense que ça va les intéresser. Dans ma poule, il y a l'Algérie, le Maroc, le Sénégal et le Kenya. Donc, je pense que ça va, ça va attirer beaucoup de monde. En tout cas, je l'espère. Bon, on l'espère aussi. Merci beaucoup d'avoir merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, pardon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te laisse le mot pour la fin, Robin. Oh non, voilà, même chose. C'était vraiment intéressant. Ça donne envie de te suivre, de suivre le beach soccer, de s'y mettre, d'aller jouer dès ce week-end. Et vraiment, bonne chance pour la suite de ta carrière. Et tu es aussi la bienvenue pour taper la balle au tennis. Hein. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. C'était un vrai plaisir d'avoir échangé avec vous. Et puis, le meilleur pour vos prochains podcasts. Merci beaucoup. Merci à tous. Salut. Au revoir. Au revoir.